Simon, tu es à la tête d'une grosse business tech. On a bâti la meilleure technologie au monde pour déplacer de l'information d'une entreprise qui est une petite start-up qui devient plusieurs centaines de personnes. Ce qui arrive, c'est que, pas toujours pour les bonnes raisons, mais il y a une certaine lourdeur qui peut s'installer. T'as pas le choix. L'idée, c'est pas de plaire à tout le monde. L'idée, c'est quand même d'être capable de créer quelque chose qui rejoint les gens. Dans le temps, on disait qu'on était une famille là, au bureau. Puis je comprends pourquoi le monde dit ça de cette façon-là. Mais le jour que tu as une vraie famille, là, tu fais OK, c'est vraiment pas la même chose. Et eux, ils ont eu l'exemple du plus beau bureau de fou avec un half-pipe de skateboard. Là. Je pense que l'erreur, c'est de trouver plein de choses au travail pour te donner l'impression que les gens viennent pour ça. Des fois, je trouve même que ça peut maquiller un peu l'insatisfaction qui pourrait vraiment exister. Et on s'est retrouvé dans un monde où est-ce que pour gagner, là, c'est pas mal plus tough que c'était avant. De jouer à la business, ben t'es plus intentionnel à dire qu'on est dans tel marché, on se bat contre tel joueur, on va être stratégique. On a comme switch de on vit la business à on joue à la business. J'ai tout donné dans ce produit-là pour que ça devienne genre... On a failli l'échapper, là. On a failli ne pas le recommencer. On était une petite équipe qui y croyait, mais overall, je pense pas qu'il y ait tant de monde qui croyait que ShareGate allait devenir ce que c'est aujourd'hui. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par mon technicien, qui est le technicien que tu n'as pas in-house, que tu appelles quand tu as tout délité tes courriels, puis qui va dans le backup les chercher pour toi, puis qui te sauve la vie. Fort. J'aime le clin d'œil. Yes! Nouvel épisode de On redresse ça, où est-ce qu'on se fait challenger sur certains enjeux qu'on a. On a la chance d'avoir un invité avec des grosses pointures. New Balance. On a Simon Debaine. Simon, tu es à la tête d'une grosse business tech, fait que fidèle à cette industrie-là. Peux-tu nous faire un elevator pitch de Workleap, ta business? Oui. Merci de l'invitation. Ben, je peux peut-être commencer en expliquant pour ceux qui nous connaissent peut-être pas sous le nom de Workleap. Historiquement, on s'appelait Gsoft. Une entreprise que j'ai cofondée avec des amis en 2006 quand on avait tous 20 ans et des babyface. Et le nom est inspiré de G-Unit. OK, ça confirme ça confirme les rumeurs. Les rumeurs qu'on a entendues. Ouais. Mais oui, à l'époque, on voulait utiliser les premières lettres de nos noms de famille pour... je pense que c'était LDR, Groupe Conseil. Puis j'ai demandé à mon père ce qu'il en pensait. Puis il m'a dit, Simon, ça c'est ma génération. Toi, tu peux te permettre un nom un peu plus... Mais ça fit pareil. Guillaume, Seb? Non? C'est Guillaume Roy, Sébastien Leduc, Simon Debaine. Okay. Ouais. Mais Gsoft, on écoutait beaucoup de G-Unit dans le temps. Puis en même temps, Guillaume, quand il était au cégep, il nommait ses travaux d'école. Je pense qu'il nommait Guillaume Soft. Fait qu'il y avait le G Soft était là. Uh-huh. Et à l'époque aussi, il y avait Gmail qui était encore en bêta. Ça commençait. Fait qu'il y avait quelque chose avec le G qui nous a interpellés. Puis on a nommé l'entreprise Gsoft. On a commencé comme entreprise de service. Fait qu'on on se trouvait très bon à faire du développement logiciel. Avec notre seule année à l'université derrière la cravate. Et on s'est dit, on pourrait faire des logiciels pour des entreprises partout au Québec. Mais toi, tu étudiais pour être ingénieur informatique. Oui, j'étudiais en ingénierie logicielle à l'ETS avec Guillaume. Ouais. Et on s'ennuyait à l'école. J'aimais pas beaucoup ça. Puis Guillaume non plus. Puis Sébastien, lui, était encore en train d'essayer de finir son cégep. Il lui restait son cours de philo, incapable de le passer. Shout out à Emmanuel Kant. Shout out. Fait qu'on a démarré une entreprise qui à l'époque, c'était un side project un peu. On était à l'école, fait qu'on se dit, on va faire quelque chose de notre vie. Partir une business, ça a l'air d'être quelque chose de fun. Fait que pourquoi pas partir une entreprise en technologie? Fait qu'on s'est mis à aller voir des directeurs IT d'entreprises du Québec avec notre babyface, puis on essayait de leur dire de faire de l'impartition technologique avec nous dans notre appartement à Côte-des-Neiges. Et la plupart disaient non. Jusqu'à temps que quelqu'un dise oui. Et ça l'a un peu démarré l'entreprise. Ça fait que c'est simple, là, tu fais du service de développement sur mesure. Fait que les clients t'arrivent avec des spécifications, qu'est-ce qu'ils veulent bâtir.
Des fois, ils n'ont pas les effectifs à l'interne pour le faire. Fait qu'ils font appel à une firme externe comme nous. Et tranquillement, pas vite, au début, on faisait les pires projets que personne ne voulait faire. Souvent, c'était les projets que les employés à l'interne ne voulaient pas toucher. Fait que pourquoi pas appeler la petite nouvelle compagnie là, avec 3 jeunes qui sont prêts à faire n'importe quoi. Et graduellement, ben, un projet vraiment poche t'amène un projet un peu moins poche. Et à un certain point, ben, tu commences à aller chercher des beaux projets. On a eu la chance de travailler avec pas mal toutes les grosses brands qu'on peut penser là, au Québec, là, des Desjardins, des Intact, des aéroports de Montréal, des Femplace, Portes et Fenêtres. Nous, on touchait à tout. Puis ça, c'est sur un... Là, tu t'as dit que tu as parti en 2006, mais tous ces clients-là, ils arrivent quand? Les projets moins poches, plus sexy? Les projets, ça, c'est long. Ça, Okay. c'est long. Mais non, mais tu sais, démarre en 2006, puis d'une année à l'autre, ben, les projets commencent à être un peu plus gros, des plus gros budgets, avec des plus grosses brands du Québec, avec des projets plus intéressants. Fait on a fait notre chemin comme ça. Et puis à un certain point, ben, on s'est dit, faire du service, c'est le fun, mais faire du produit, ça a l'air encore plus le fun. Parce que il y a quelque chose de super rassembleur à bâtir des produits. Tu sais, c'est comme tout le monde ensemble autour d'une idée et on la bâtit ensemble, puis ensuite on l'offre à la planète entière. Alors que quand tu fais du service, ben, t'es en mandat chez des clients. Mettons, un employé, il travaille sur Intact, l'autre, mais ils sont pas ensemble. Exact, le monde ne sont pas ensemble. Tu factures des heures, ça ne scale pas. Parce que facturer des heures, si tu veux augmenter tes revenus, il n'y a pas beaucoup de manières de le faire autre que d'augmenter tes taux horaires ou d'embaucher plus de personnes. Alors que du produit, tu bâtis une seule copie de ton produit puis tu es capable de la vendre à des milliers de clients à travers le monde. Fait que en termes de modèle d'affaires, c'est juste un autre monde. Et il y avait quelque chose qui nous interpellait à se lancer là-dedans. Fait qu'on a fait un virage service à produit et on pourra retourner peut-être dans le détail de l'histoire, là, mais aujourd'hui, on s'appelle Workleap. On a changé de nom pour plein de raisons. On trouvait que Workleap était au reflet d'une entreprise qui veut rendre le travail plus simple. On trouvait que le nom fitait mieux avec nous. G-Soft, c'était un nom inspiré de G-Unit à l'époque. Je trouvais que ça ne faisait pas entreprise tech de SaaS. Fait qu'on l'a renommé à Workleap. Aujourd'hui, on est une équipe de 400 employés. On est partout au Canada en termes de... En fait, depuis la pandémie, nous, on est devenu remote à 100%. Ouais. Fait qu'on a... l'histoire cocasse, ou peut-être pas trop cocasse, c'est que 2-3 mois avant la pandémie, on a inauguré un bureau de 100 000 pieds carrés. C'était la fin de la construction qui avait duré 2-3 ans. Fait que nous autres, on avait investi pour les 10 prochaines années dans nos bureaux. Et finalement, la pandémie a frappé. Puis 3-4 mois durant la pandémie, on a fait comme « Hey, ça fonctionne bien comme ça. » Puis ça nous permet de regarder en avant et non pas de se demander quand est-ce qu'on va revenir comme c'était avant. Fait qu'on est devenu remote. Fait qu'on a des employés partout au Canada. On a fait une acquisition aux États-Unis. Fait qu'on a aussi des employés aux États-Unis. Et Récemment, là, tu comprends? Il y a 2 ans. Ah, OK. Pas la plus récente en... La plus récente acquisition qu'on a faite, c'est à Toronto. OK, ils sont à Toronto. La première, c'était-tu Didact? Didact, compagnie à Québec. On a fait 3 acquisitions. Didact, qui est à Québec, c'est un LMS, un outil pour faire gestion des formations là, à l'interne. Okay. On a acheté une entreprise qui s'appelle Pingboard à Austin, Texas, qui a bâti un produit qui permet de créer des organigrammes. Fait qu'une manière de visualiser son entreprise. Imaginez un organigramme, mais sur stéroïdes, là, avec toutes les fonctionnalités qui amènent de la richesse quand tu visualises l'information de qui est où, qui fait quoi dans l'organisation. Et la tout récente acquisition qu'on a faite s'appelle Barley. Ça, c'est la compensation. Oui. Fait que tout le processus de dire, toi, tu gagnes... comment on va déterminer ton salaire? Puis je pense que beaucoup d'entrepreneurs de business se posent ces questions-là. Ouais, est-ce que je paye trop, pas assez? Comment je fais pour définir le salaire de
de telle personne versus telle autre personne en intégrant la notion de performance, en intégrant la notion de benchmark dans le marché. Qu'est-ce qu'un développeur senior à Montréal devrait gagner si tu veux payer au 75e percentile? Bref, il y a plein de variables, puis c'est un workflow qui peut rapidement devenir compliqué. Fait que Barley ont développé une solution hyper riche qui permet de gérer l'ensemble de ce workflow-là. Fait que ça, c'est la plus récente qu'on a fait, qu'on a annoncé en fait il y a 2 mois à peine. Hey, merci à mon technicien pour son support, qui est notre premier gros client de visibilité. Ouais, shout-out à eux autres de prendre quand même un leap of faith dans quelque chose qui sont comme OK, ouais, on y croit, vous avez plein de touchpoints, tout ce qu'on va pouvoir se faire voir. Ouais. Mais Christy, moi, des problèmes TI, là, c'est tout le temps. Là, l'appareil de un, retrouver les données de l'autre. Juste les setups, juste les... J'ai passé au travers de... Tu sais, je viens de ce milieu-là, j'ai passé au travers de leur service. Il y a genre 360 touchpoints de choses qu'ils peuvent faire, dont 345 que je savais même pas que ça existait. Ouais, puis quand ça devient des affaires de même, c'est sécurisant d'avoir quelqu'un qui... Tu sais que, hey, je me ferme les yeux puis c'est pris en charge versus toi sur chat, tu sais, nous sur ChatGPT à essayer... Ah, je pense que c'est ça la procédure. Là, mais tu sais, c'est le fun. Puis c'est du temps aussi qui gosse là, à mettre. Paul qui nous envoie un email, il dit hey, votre score de courriel il est de 4 sur 10. Ça se peut que c'est pour ça que tes clients te répondent pas, parce qu'ils le reçoivent pas. Ouais, c'est ça. C'est pas juste des fois répondre à un pain. Ça se peut qu'il y ait bien du value que juste cette affaire-là. Ils peuvent créer un pain. Je savais pas que je l'avais, cette Non, mais Chris, c'est pas juste qu'ils nous. Ils sont pas juste un coût là, dans ce cas-ci. Si nos courriels ils performent mieux. Ben, chances are que c'est des piastres au bout de la ligne qu'on fait. Ben, surtout en corpo. Oui, c'est ça. C'est huge. Shout out à eux autres, mon technicien. Pour finir sur le elevator pitch, parce que là, on est rendu... on est rendu... Donc, 15 secondes est fini. Descendu. Je fais pas souvent des elevator pitch, pour être honnête. T'as pesé sur la petite alarme, ça a bloqué. Exact, on est pris. Ils s'en viennent te chercher. Mais on est une entreprise tech qui a pour mission de rendre le travail plus simple. On est une business de 400 personnes, des employés qui sont à travers l'Amérique du Nord. On a 2 lignes de produits. Nous, on est cette drôle de bébête-là. On est une entreprise dans laquelle il y a 2 produits très différents qui vivent au sein de la même entreprise. Fait que d'un côté, on a un produit IT. Fait qu'on s'est spécialisé, on a bâti la meilleure technologie au monde pour déplacer de l'information à l'intérieur de l'écosystème Microsoft. C'est ShareGate. ShareGate. Fait que si tu es une entreprise, tu fais l'acquisition d'une autre entreprise. Qui sont sur Google. Oui, ou même sur Microsoft. Puis l'entreprise que tu achètes, elle a des milliers, voire des millions de documents. Puis des documents importants, des documents des fois qui ont un historique de modification avec des dates, que si tu changes ces dates-là, tu t'exposes à des poursuites parce que tu es peut-être une entreprise dans le pharmaceutique. Fait que, tu sais, dans nos entreprises, les documents sont importants, mais sont souvent un peu moins sensibles que dans beaucoup, beaucoup d'autres industries. Fait que nous, on a développé une tech qui permet de déplacer l'information rapidement et en conservant l'intégrité de l'information. Fait que tu fais l'acquisition de la business, tu prends ShareGate, prends les terabytes de données qui sont là, puis déplace-les dans mon environnement à moi. Puis je veux m'assurer que la donnée reste exactement comme elle était à la source. C'est très niche, mais je vous dirais que pas mal toutes les entreprises au monde aujourd'hui ont besoin à un moment ou l'autre de déplacer l'information. Puis nous, on a bâti la meilleure technologie pour le faire dans l'univers Microsoft, qui en passant est probablement un des plus grands univers que tu peux imaginer. Toutes les entreprises utilisent Microsoft, qu'ils le veuillent ou non. C'est vrai. Et de l'autre côté, on a une ligne de produits HR. Fait que nous, on a un côté IT qui est ShareGate. L'autre côté, c'est la plateforme Workleap, qui a démarré avec le produit que souvent les gens au Québec connaissent. Office Vibe. Office Vibe. Et Office Vibe, c'est un produit qu'on a démarré en 2013-2014,
Puis l'idée, c'était de remplacer le sondage annuel des employés. Fait que moi, je suis assez vieux pour avoir reçu un fichier Excel il y a très longtemps quand je travaillais dans une boîte en technologie, quand j'avais 17 ans, qui était un peu un sondage à la fin de l'année, des ratings de 1 à 5, une centaine de questions. Puis là, tu réponds à ça, puis ensuite, tu renvoies le fichier Excel par courriel à ton chef d'équipe, qui lui le renvoie à sûrement un autre chef d'équipe. Puis souvent, les sondages annuels d'employés, c'est des sondages qui sont pas très dynamiques. Ça prend beaucoup de temps avant d'avoir un peu le feedback, parce qu'il y a tellement d'étapes d'analyse de l'information que du moment que tu es prêt à commencer à faire des changements pour adresser certaines choses, tu es déjà rendu à l'année d'après au prochain sondage. Fait que nous, on a voulu un peu disrupt cet univers-là en créant un sondage, un poll survey qu'on appelle aujourd'hui, qui est un sondage qui est envoyé à chaque semaine, 5 questions à tous les employés. Et avec ça, tu es capable d'avoir un peu un écran de bord temps réel sur l'engagement des employés au travail. On l'a utilisé plusieurs années chez Fils. Quand on était plus, là, quand on était une trentaine, on avait ça. C'était vraiment bien fait. À la fin, il y avait je pense que tu peux le custom un peu comme tu veux, mais il y avait une question ouverte aussi. Puis il y avait vraiment beaucoup de trucs intéressants. Des flags qui se levaient plus tôt, des irritants qui arrivaient. Puis c'était anonyme, mais là, c'est sûr que dans une équipe plus petite, si quelqu'un t'écrit en anglais, c'est l'anglo de la place, mettons. Ben, si une personne fait toujours les mêmes fautes sur les mêmes mots, oui, tu sais c'est qui. À un moment donné, on n'a pas la perfection en termes d'être anonyme. C'est justement l'exemple des fois, tu connais le style d'écriture des gens. Ouais. Ça reste ça permet d'une certaine manière de libérer un peu la parole des gens puis de permettre au feedback de circuler. Est-ce que tout le monde va tout dire à travers ça? On n'a pas cette prétention-là, mais je peux vous garantir qu'on permet à beaucoup plus de feedback de circuler. Là. Genre moi, nous, on est le premier client, c'est nous qui l'avons inventé. J'ai des milliers de feedbacks, puis ça l'a shapé qui on est aujourd'hui. Puis est-ce que j'ai écouté tous les feedbacks que j'ai reçus? Non. Est-ce que ça l'a permis d'en discuter? Oui. Est-ce que tu les as toutes lues? Probablement, oui. Oh, oui, je suis assez... je lis tous les feedbacks et je les considère tous, mais est-ce que je vais toutes les appliquer? Ben non, ça se fait pas. C'est pas réaliste, mais ça permet quand même de shaper ton esprit quand tu diriges une équipe, une entreprise. Ça te permet de... Tu sais, l'idée, c'est pas de plaire à tout le monde. L'idée, c'est quand même d'être capable de créer quelque chose qui rejoint les gens. T'as le pouls, là, tu sais, quand même. Moi, je trouvais que c'est ça te donnait le pouls. Puis pour quelqu'un de sentir qu'il y a un canal puis qui est considéré, comme tu as dit, c'est quand même déjà un gros step versus la corpo classique. C'est ça, t'attends 1 an, puis vas-tu vraiment lire le Excel? Puis même toi, ta façon de remplir ce long Excel-là, la donnée est même pas si fiable parce qu'à la fin, t'es écœuré là, des 100 questions. Là. Ouais, puis tu sais, c'est ce qui est connu et su dans l'industrie, c'est que souvent, ces sondages-là sont envoyés la semaine après que la bonification a été donnée. Tu sais, des fois, c'est le timing est réfléchi pour que faut que ça apparaisse bien. Fait que dans le fond, ça sert à rien. Ouais. Fait que c'est la plateforme Workleap a démarré du produit Office Vibe, puis au fil du temps, ben tantôt, on a parlé d'acquisition, on a fait des acquisitions de d'autres produits. On en a développé, nous aussi, à l'interne. Donc, on s'est retrouvé à avoir plusieurs produits HR séparés, un à côté de l'autre. Puis, dans les dernières années, on a bâti la plateforme Workleap, qui est une expérience unifiée qui rassemble tous nos produits HR au sein d'un même outil. Là. Fait qu'au lieu d'avoir 8 tables d'ouvert dans ton browser, ben, tu vas dans Workleap, puis tu as accès à Office Vibe, tu as accès à notre outil de gestion de performance. Là, on a fait l'acquisition d'une entreprise à Toronto tout récemment. Bien, au mois d'octobre, il va y avoir un nouvel onglet dans notre produit pour accéder aux fonctionnalités de ce produit-là. Puis tu choisis-tu, pourrais-tu être juste avoir Office Vibe? Oui, ben c'est ça. C'est selon l'abonnement. OK. Fait que tu t'abonnes à différents produits, puis tu peux acheter la suite au complet. Fait que ça, c'est la portion HR de la business. Fait qu'on s'est retrouvé à... Puis les gens souvent me demandent pourquoi vous avez deux
deux lignes de produits aussi différentes dans la même entreprise. Puis, pour être très honnête, quand on a lancé ShareGate, ShareGate, ça a commencé en 2009. En 2011, on l'a jeté à la poubelle. Ça ne marchait pas pantoute. On avait 4 clients, dont 2 qui étaient des amis à nous, qui l'avaient acheté pour nous faire plaisir. Et 2 autres qui étaient quelque part en Russie, puis un autre au Texas, je pense, puis qui l'avaient sûrement acheté par erreur. Fait qui ne l'utilisait pas. Il n'y a rien qui marchait. Fait qu'on l'a jeté à la poubelle, on l'a recommencé. Et à partir de 2011, ShareGate a commencé à montrer qu'il y avait du potentiel, puis qu'on s'en allait quelque part, mais ce n'était pas encore clair pour nous. Puis nous, on voulait bâtir du produit. On voulait faire la transition de service à produit. Fait qu'on était prêt à se lancer dans plein de ventures pour un jour trouver notre produit qui allait nous rendre, qui allait nous donner le succès qu'on recherchait. Fait que ShareGate était là, commençait à avoir un peu de traction. Puis on est comme, peut-être ça ne marchera pas. On pourrait peut-être se lancer dans un autre produit. Fait qu'on s'est lancé dans Office Vibe un peu en se disant que ça sera peut-être lui qui va fonctionner. Puis finalement, les deux ont fonctionné. Fait qu'on s'est retrouvé à bâtir une entreprise. Tu sais, c'est dur d'en réussir un. Puis là, on en a réussi 2 où est-ce qu'on est comme, OK, il faut les opérer, ces 2 produits-là. Fait qu'on a créé, on a découvert plein de manières de le faire là, au fil du temps parce qu'on a testé plein de choses. Mais c'est pas évident juste de te concentrer sur un produit et bien le faire, c'est déjà un défi colossal. Mais là, tu en as 2 dans la même business. 2 différents en plus, qui ne rejoignent même pas le même marché, les mêmes types d'utilisateurs. C'est comme 2 univers au sein d'une même entreprise. Fait que moi, mon day-to-day, là, c'est je passe d'un monde HR à un monde IT, qui n'est pas très loin. C'est des départements dans la vie en général qui communiquent quand même beaucoup. Mais la nature de la business de ShareGate est très niche, très spécifique. Fait que, il y a des similitudes à faire. Toi, tu passes ta journée à vendre des t-shirts et faire du média. C'est quand même... Oui. On n'est pas 400, on est peut-être 14-15, mais c'est 2 branches dans une petite business. Une de médias, une de... Ben, c'est parce que là, tu as dit un paquet d'affaires, puis ça va m'amener 1000 questions, là, mais... je sais pas quand... ils sont arrivés avec les pinces, puis ils ont ouvert la porte de l'ascenseur. Encore dans l'ascenseur. Ah non, on est sorti. Là, il faut que je te sorte de l'ascenseur, parce que ça sent... Il fait chaud. OK, mais ma première question, c'est ça. Fait que à travers la croissance, puis à changer de produit, puis à aujourd'hui, 400 employés, on entend souvent, genre, quand ça grossit, ben là, ma personne aux finances, c'est peut-être plus la bonne personne pour la taille d'entreprise. Là, il faut que j'aille du monde en HR. Fait que chaque taille d'entreprise t'amène à te re-questionner sur l'équipe. Toi, comment tu fais pour t'assurer que tu restes à jour puis que tu suis le POC dans cette croissance-là, tu sais? Ouais. Ben là, c'est le reflet. Moi, ça fait 19 ans, là. Fait que c'est sûr que ce que tu expliques là, c'est une notion qui fait partie de la vie d'une entreprise qui évolue et qui grandit avec le temps. Tu sais, quand on était 3, Guillaume, Seb et moi, versus aujourd'hui, tu sais, pas la même business, là. Puis les gens l'équipe qu'on a bâtie quand on était 3 puis on est devenu 10, 15, c'est pas la même équipe que quand on était... Puis à travers des années, il y a des gens qui sont restés. Il y a quelqu'un chez nous qui fait 18 ans qui est là. Fait que, premier employé, Gsoft à l'époque, qui est encore chez nous après 18 ans. Puis tous ces gens-là, ils ont accepté de relâcher un peu quelque chose que... C'est souvent ça le problème, là, quand tu grandis, il y a une nostalgie de ce que c'était avant. Des fois, les gens restent attachés à ce que c'était avant, puis c'est pas bon ou mauvais. Des fois, c'est plus d'être honnête face à qu'est-ce que tu préfères comme environnement de travail. Je pense que le défi, c'est d'avoir ces discussions-là qui sont pas toujours évidentes avec les gens qui n'ont pas nécessairement envie de la nouvelle entreprise ou de la nouvelle mouture de l'entreprise à différentes époques. Je veux dire que je pense que c'est ça qui a été le plus challengeant. Là. Parce que quand tu rencontres un employé, là, tu dis, mettons, je sais pas si c'est sans nommer de nom, là, mais un exemple de
cette personne-là aimait mieux avant. On aimait ce qu'on faisait avant même qu'on, je sais pas, il travaillait sur Office Vibe, on va dire, puis là, tout d'un coup, ShareGate reprend un plus gros souffle, puis là, la business est à deux places. Là, c'est quoi? C'est la discussion en mode, on change, fait que... C'est ce qui arrive, puis je tiens à dire, c'est pas juste spécifique à nous, là, c'est assez courant, puis je pense que beaucoup d'entreprises, surtout en technologie, parce que ça évolue vite, une entreprise qui est une petite start-up qui devient plusieurs centaines de personnes, ce qui arrive, c'est que malheureusement, il y a une certaine... Pas toujours pour les bonnes raisons, mais il y a une certaine lourdeur qui peut s'installer. Des fois, tu n'as pas le choix. Tu as des processus qui doivent être là. Tu as toute la notion, la gestion de la sécurité, que quand tu es juste quelques personnes, puis tu es un peu scrappy, puis tu commences à bâtir ton produit, tu n'as pas un responsable de la sécurité qui va commencer à t'imposer des contraintes dans ta manière de bâtir les choses. Tu n'as pas des processus HR à mettre en place, tu n'as pas des demandes de vacances, tu n'as pas... Fait une entreprise qui grandit, elle se complexifie, elle devient plus... Il y a plus de processus, procédures, des bonnes pratiques à respecter. Puis des fois, les gens, l'entreprise devient quelque chose qui n'est pas nécessairement quelque chose qui les intéresse. Puis souvent, ça prend du temps avant de se l'avouer. Puis je l'ai vu, dans notre cas, j'ai entendu souvent des gens qui s'ennuyaient de ce que c'était avant. Puis je l'ai vu à chaque époque. Il y a des gens qui s'ennuient. En 2012, j'avais des gens qui s'ennuyaient de ce que c'était en 2008. En 2016, j'avais des gens qui s'ennuyaient de ce que c'était en 2012, ainsi de suite. Puis je pense que le défi, c'est d'avoir d'avoir le courage d'avoir ces conversations-là. Puis souvent, on essaie d'éviter ces conversations-là parce qu'ils sont pas confortables, sont pas le fun à avoir. Mm-hmm. Des fois, c'est des gens que t'aimes, là. C'est pas parce que... Je pense que le plus beau cadeau que tout le monde peut s'offrir, c'est d'être honnête face à « Hey, j'ai le goût d'être dans une start-up de 10 personnes parce que ça vient qu'une dynamique que tu ne retrouveras pas dans un business de 200 personnes. Mm-hmm. Puis il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est vraiment juste une question de préférer. C'est mieux que de rester dans une business de 200 si tu veux être 10. Ben, c'est que là, tu vas te battre contre le système. Oui, c'est ça. Tu ne seras pas heureux, puis ça va juste pas créer un climat qui est gagnant pour tout le monde. Est-ce que la dynamique a changé? Vous êtes quand même une business qui a bootstrappé pendant probablement une quinzaine d'années. Là, 2-3 ans, vous avez levé de l'argent avec la Caisse de dépôt, qui s'appelle maintenant la Caisse. Là, vous êtes mis en mode acquisition, ce que vous n'aviez jamais fait avant. Est-ce que cette dynamique-là, ça l'a eu, au-delà d'être nostalgique de « OK, j'aimais ça en 2008, la petite équipe », là, c'est comme « OK, là, on est en mode acquisition, on achète aux États-Unis, à Toronto ». C'est quoi l'impact sur la culture d'entreprise? L'impact est grand parce que, comme tu disais, je suis encore bootstrap dans ma tête. Là. Mm-hmm. C'est drôle, je m'ostinais avec quelqu'un en fin de semaine sur est-ce que je suis encore bootstrap parce qu'on a levé de l'argent avec la Caisse de dépôt? Je pense que le fait est qu'on est bootstrap. On s'est rendu à 100 millions de revenus sans avoir levé un sou. Parce que vous avez levé pas parce que vous avez besoin d'argent pour opérer. Vous avez levé pour acheter. Exact. Fait que c'est un peu différent. Ça devient c'est un move stratégique et non pas faut lever de l'argent, sinon on ne traverse pas le prochain. Dans 3 mois, c'est fini. Il y a comme un... Fait que quand tu es une business bootstrap, je crois que tu as tendance... Les choses, il faut que tu sois patient parce que c'est pas des business qui se font injecter des centaines de millions puis shooter aux stéroïdes. Là. Mm-hmm. C'est des business qui sont bâtis from the ground up, tranquillement, pas vite. C'est comme tu fais ton chemin puis tu t'autofinances avec tes profits. Là. Mm-hmm. Le cash que tu génères, tu le remets dans le business puis tu fais avec qu'est-ce que tu as. Parce que tu peux pas te mettre à accélérer comme tu veux parce qu'à un moment donné, tu n'auras pas les moyens de le faire. Fait que je pense que le fait d'être bootstrap pendant un bout, ça nous a habitués à un rythme qui était pas nécessairement... qui était bon, mais je pense
qui est un rythme qui a été bousculé au moment où est-ce qu'on a décidé justement, on a levé de l'argent, on va faire des acquisitions. Puis un rythme qui a été bousculé aussi avec les changements, je ne sais pas si c'est une crise économique, là, mais la pandémie, après la pandémie, tu as eu la tech qui a explosé. Mm-hmm. Après ça, la tech a implosé. Tout a crashé. Et on s'est retrouvé dans un monde où est-ce que pour gagner, là, c'est pas mal plus tough que c'était avant. Il y a pas mal plus de bruit. L'innovation, comme la capacité de bâtir du software en 2025, elle est énorme. Là, c'est rendu que tu as des gens qui bâtissent des SaaS dans leur sous-sol. Là. Avec le AI. Puis... Exact. Fait que là, l'univers dans lequel on opère n'est pas le même. Puis si tu veux juste y aller à ton rythme, puis petit train va loin, c'est difficile de survivre. Fait que je pense que les dernières années ont été challengeantes du point de vue que c'est un shift de culture, en fait. Et un shift de culture, c'est challengeant parce que là, les repères changent, puis tu te retrouves à reshaper une business qui n'est plus la même. Mm-hmm. Puis nous, on a été très intentionnels à le faire. Puis on dirait que pendant plusieurs années, on dirait que j'avais peur de shaper la business que j'avais envie de shaper. Parce que je voulais m'assurer que tout le monde était bien. Tu sais, c'était comme un overcautious. Là, puis... Ça leur rejoint pas mal. Mais ça, c'est du care, puis c'est pas mauvais. Mais à un moment donné, une business, tu as besoin de care, mais tu as besoin d'être stratégique. Puis tu as besoin de performer. Là. Out there, là, c'est... Ben oui. Le marché, il te laisse aucune chance. Pitié, hein? ouais. Le marché va te détruire s'il peut. Tu as dit que tu as fait ça intentionnellement ou consciemment. C'était quoi? Tu pars avec ton équipe de management puis tu dis c'est quoi les changements, c'est quoi les nouveaux comportements qu'on veut renforcer, qu'on veut encourager. C'est quoi ceux-là qu'on veut éliminer ou... je peux peut-être le chiffre pour moi, juste le spécifier. Là, il y a comme un... Je pense que sûrement que avec la caisse, ça a été un changement de perspective. Mon regard à mon entreprise a changé parce que, encore une fois, quand tu es bootstrap, là, souvent aussi, ton entreprise devient toute ton identité. Il y a comme quelque chose de... Puis surtout quand tu démarres ta business à 20 ans puis que c'est la seule job que tu as eue dans ta vie à ish, là. C'est la moitié de ta vie maintenant. Le danger d'une business qui devient toute ton identité, c'est que ça devient ça peut devenir lifestyle, puis ça peut devenir, je sais pas, quand la business a mal, t'as mal, puis tu deviens comme, tu te définis uniquement par ça. Le move avec en levant de l'argent, puis en ayant une stratégie de plus agressive, puis on a comme switch de... On vit la business à on joue à la business. Aujourd'hui, je joue à faire de la business. Puis je m'amuse beaucoup plus qu'avant. Même si avant, j'avais l'impression que c'était... Je pense que c'était agréable. C'était comme... On avait la rampe dans le bureau, on fait du scale, les 5 à 7. On a eu des belles années, puis on s'est amusé, puis on a bâti quelque chose d'extraordinaire. Mais ça reste que j'ai porter le poids de la business comme ça a toujours été... c'est devenu lourd avec les années. Puis depuis que j'ai commencé à jouer à business, puis à être stratégique, puis à dire, OK, on va faire des acquisitions, de placer des pions, là, puis te battre dans le marché, puis contre la compétition, puis d'essayer de gagner, on dirait que j'ai retrouvé ce qui ressemble plus à ce que c'était au début quand on partait de rien pour essayer de bâtir quelque chose. Avant, c'était plus ta vie. Corrige-moi si je me trompe. Si tu le vivais, ta business. Là, maintenant, avec 3 enfants, tes week-ends en famille, tout ça, tu retournes au bureau le lundi, puis c'est plus un jeu. Là. Exact, parce que là, pendant longtemps, c'est la business, c'est tes amis, c'est tout ton univers. Puis c'est sûr que d'avoir des enfants, aujourd'hui j'ai 3 enfants, jeunes enfants, c'est sûr que
dans le temps, on se disait qu'on était une famille là, au bureau. Puis je comprends que ça ressemble beaucoup à une famille pour bien des raisons. Puis c'est une manière... je comprends pourquoi le monde dit ça de cette façon-là. Mais le jour que tu as une vraie famille, là, tu fais que OK, c'est vraiment pas la même chose. Là. Fait que oui, d'être plus... de jouer à la business, ben tu es plus intentionnel à dire comme OK, on est dans tel marché, on se bat contre tel joueur. On va être stratégique, on va faire ça de telle façon. Puis je trouve que ça... En tout cas, moi, ça me rejoint plus aujourd'hui où est-ce que je suis dans ma vie. Man, toi, ça te rejoint. Ça. Toi qui es un grand joueur de jeux de société. Non, mais moi, j'adore jouer. Puis c'est drôle que tu utilises ces mots-là parce que je regardais un de mes chums, Kevin, je t'en parlais tantôt, là, puis j'étais genre, Chris, on dirait qu'eux, ils jouent, tu sais. Puis ils sont... Puis quand tu joues à un jeu de société, là, tu te sens pas mal de faire un move à Monopoly parce que, ben, Chris, regarde, c'est ça, là, j'ai acheté à... Puis tu moi, joues des contre fois, ta je trouve que je femme, me là, sens... c'est ta famille là, que tu vas moi, des voir fois, le je terrain. trouve... On va le dire, là, j'essaye de garder une harmonie puis faussement, je pense que le monde soit bien. Des fois, je pense que j'évite de la confrontation, peut-être des discussions difficiles sous la bannière que c'est donc bien le fun de travailler ici, tu sais. Mais au final, Chris, si ça prend quelqu'un en vente puis qui cold call, puis que c'est ça, puis que ça va changer un peu l'environnement de travail parce que c'est rendu un peu plus shark, ben Chris, c'est peut-être ça le move, là. Ça, c'est le fou qui était caché, puis tu l'as pas vu parce que il pinette à... Ben, moi, j'aime ça, les échecs, là, mais en tout cas... ça me rejoint beaucoup. Tu sais, je sais ce que tu veux dire. J'ai été là, puis ça, c'est juste parce que t'es une bonne personne, je pense. Tu cares pour les gens, puis tant mieux, on veut du monde qui care. Puis ça fait pas de toi quelqu'un qui care pas, mais ça reste qu'une entreprise, ça ne vit pas juste parce que tout le monde sourit. Tu sais, c'est tant mieux si tout le monde sourit au travail puis qu'ils ont du plaisir. Tu sais, habituellement, c'est idéal, ça. Là. Mais c'est pas vrai que quand t'es dans les... Puis ça dépend de ton marché. Là. Chaque business, il y a des lifestyle business où est-ce que probablement que tu peux juste faire ton chemin puis il n'y a pas de... Mais en technologie, la compétition, elle est féroce. Puis il y a des journées qui vont être le fun, puis il y a des journées qui vont être moins le fun. Puis si on peut pas se l'avouer, puis accepter qu'on a fait le choix d'être en tech, comme c'est... Ben, c'est toutes de même les ça marche. industries, le vêtement, c'est assez féroce aussi. Là, si oui. Je dis tech parce que Ouais. c'est mon monde, mais tu sais, c'est comme tu te retrouves, imagine, tu es sur la glace, la NHL, puis tu es surpris de recevoir une mise en échec. Ah ouais. Hey, on peut-tu faire attention? Comme, Hey, non. on est tous des amis ici. Il n'y a pas ça, ça marche pas de même. Tu sais, Non, c'est vrai. Puis je pense que je comprends ce que tu dis. Puis honnêtement, je pense qu'il y a une manière de faire ces choses-là tout en étant respectueux puis en gardant une certaine harmonie. Mais tu peux pas mettre l'harmonie... Comme si mettre l'harmonie, mettre ta business en péril, c'est un très mauvais choix d'affaires. Oui, tout à fait. Puis je pense que dans le passé, je me suis rendu à le mauvais choix d'affaires ou en tout cas dans des situations où on était à bon, ben, il faut peut-être mettre la clé dans la porte, puis celle-là qui va payer, c'est moi, puis qui va perdre son condo. T'sais. Fait que là, on dirait que depuis ce temps-là, ça m'a un peu fouetté avec l'arrivée de Derek aussi qui amène d'autres perspectives. Puis je pense que je m'ouvre de plus en plus à ça, puis je pense que je suis quand même quelqu'un qui, somme toute, est assez capable d'aller dans ces discussions-là, mais ça reste challengeant pareil, tu sais, ça. Mais je pense qu'il y a un côté qui est un faux besoin d'être adéquat puis de plaire, d'avoir peur de déplaire, en fait, plus que de besoin de plaire. Là, en tout cas, mais c'est bon, j'avais besoin d'entendre ça. Je suis bien content, check. Moi, ça m'a rendu malade d'essayer de plaire à tout le monde. Puis ça venait d'un bon fond, mais je me suis brûlé. Puis j'en ai... il y a genre 5 ans, j'étais arrivé au bout. Là. J'étais comme... Moi, je me sentais inapte. Je me sentais... à cause que j'arrivais pas à plaire à tout le monde, on dirait que je me donnais
je me disais à moi-même que je n'étais plus à la hauteur. Puis les années, le recul m'a permis de faire comme, ben, dans la vie, l'idée, c'est pas de plaire à tout le monde parce que Ça n'arrivera pas. quand tu essaies de plaire à tout le monde, tu plais à personne. Ah ouais. Puis dans le cas d'une entreprise, ben, ce que tu réalises, c'est que quand tu es peut-être plus clair, plus stratégique, plus... Tu sais, des fois, c'est comme, hey, on s'en va là, puis comme, worst case, là, ça sera une erreur de ma part, puis je vais l'assumer. Ouais. Mais il y a des gens aussi qui aiment ça. Il y a des gens qui sont compétitifs dans la vie. Tu vas embaucher des gens qui sont comme, OK, c'est ça que je veux, là, tu sais, je veux une business qui a cette intensité-là. Ouais, je pense que ça l'amène. T'as dit le mot clarté, mais clair, mais c'est vrai que c'est peut-être le meilleur chemin pour finalement avoir du monde à qui tu plais, c'est que t'es clair dans tes intentions puis ton chemin, fait que ça l'attire des gens qui veulent ça, fait qu'eux sont bien, versus l'inverse. Hey, les 8 autour de la table, qu'est-ce que vous voulez? Ils veulent toutes des affaires différentes, puis finalement, tout le monde est un peu déçu à certains... Déçu que ça va pas assez vite, qu'on prend pas assez de risques. Déçu que de l'autre bord, on en prend trop, puis... Des fois, c'est tu penses plaire. Tu sais, chacun a sa conception de c'est quoi plaire, ou c'est quoi que la personne veut. C'est-tu le confort, puis d'avoir ses petites affaires, ou c'est de se dépasser puis d'atteindre des objectifs? Mais là, tu as deux types de personnes complètement différentes. Puis à un certain point, si tu te rends malade puis que ça finit que tu mets la clé dans la porte, ben là, tu as voulu faire un sourire sur 2-3 personnes, mais là, tout le monde a baboune parce qu'ils n'ont plus d'emploi. Tu sais. Mais je pense que le best, c'est de la clarté sur comment tu veux opérer, vous voulez opérer votre entreprise, la manière que vous voulez le faire, les choses auxquelles vous croyez, ce qui vous fait comme... Comment vous faisiez ça, vous autres? On est 3 actionnaires, vous êtes 3, vous étiez 3, ou vous êtes 3 encore, je pense. Ouais. Comment que vous faites ça à 3? Avoir une clarté, avoir une vision? Sinon, on appelle ça le cerbère, là. C'est genre le chien à 3 têtes, moi, Derek, puis Charles David. Puis là, en tout cas, il y a comme plein de sous-questions, mais quand est-ce passé le mic à qui? Puis aussi, je pense qu'il y a de la confusion des fois dans l'équipe, puis on est une petite équipe, là. Il relève de qui, genre? Puis, mais, ouais. Je sais pas si... Ben, c'est un bon point. Ben, nous, je tiens à dire, là, au fil du temps, on a eu des partenaires aussi, puis je pense que ce qui a été bénéfique, c'est qu'on a toujours, on a quand même fait une distinction entre t'es actionnaire, c'est une chose, mais comme ça veut pas dire que tout le monde est chef, puis tout le monde... il y a une structure organisationnelle, puis on essaie de trouver la meilleure structure. Habituellement, quand tu es le cofondateur d'une business, ça fait 19 ans que tu es là, tu devrais être bien positionné dans le business par ton expérience, ton talent, puis en même temps, c'est aussi ta business, mais ça reste que nous, nos rôles étaient clairs. C'était moi le PDG de l'entreprise. Guillaume, c'était un gars tech. Seb, c'était un gars plus opérationnel. Fait qu'on s'est quand même respecté dans ce qu'on amenait. Puis ce qui était beau de cette relation-là, c'est qu'on respectait ce que l'autre faisait. Puis on n'essayait pas de piler sur le pied de l'autre personne. Puis ça prend beaucoup une espèce de discipline puis de maturité, là, faire ça. Puis je pense que c'est quand même le secret derrière le succès que Sébastien, Guillaume et moi, on a eu ensemble. Le respect mutuel de qu'est-ce qu'on apporte comme valeur, puis comment on va le faire au quotidien dans le business. Toi, ton carré de sable comme PDG, il s'arrête où par rapport aux opérations quotidiennes? C'est toi qui run l'avancement des projets? Non, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça? Ou toi, tu es dans la vision, tu es dans le recrutement, tu es dans le financement? C'est pas aussi simple que ça à séparer. C'est sûr que Guillaume s'est produit. Sébastien, lui, il est parti à la retraite. Mais on a une équipe, d'exécutifs qui ont chacun un peu qui ont leur fonction puis qui gèrent des équipes sous eux. Fait que moi, je me promène d'une fonction à l'autre pour essayer de comprendre ce qui se passe. Puis en même temps, je vais réfléchir, stratégie business, où est-ce qu'on s'en va, quel genre de business on essaie de créer, c'est quoi la vision, c'est quoi le... C'est sûr que ce qui vient me chercher le plus, c'est le produit. On est une business de produits. Fait que c'est sûr que
ma curiosité, puis où est-ce que je vais être tenté d'aller m'impliquer, c'est quoi les designs produits. Comme le produit ressemble à quoi dans 6 mois? Qu'est-ce qui est en train de cuire dans le four en ce moment? Là? Qu'est-ce qui est en train de se préparer? Et je vais m'assurer que c'est aligné avec la vision d'organisation. Fait que je deviens un peu un soundboard pour beaucoup de monde. Fait que je reçois beaucoup des Figma, là, des fichiers Figma de design. Okay. C'est comme si on aimerait savoir ton input là-dessus. Fait que je vais essayer de... Je deviens un peu comme gardien de ce qu'on est en train de bâtir concrètement. C'est-tu aligné avec la vision de l'organisation puis la stratégie de la business? Puis j'ai pas la vérité à tout, puis j'ai pas le... Mais tu as soulevé un bon point. Moi, je trouve ça difficile. Je viens d'un monde de produits. J'ai bâti une entreprise de services qu'on faisait des sites web WordPress. Puis finalement, on a bâti des apps Shopify. Puis on était chanceux. Le timing était bon. Puis j'ai vendu à un private equity. Mais moi, j'étais un gars de produits. Puis j'essaye d'apprendre. Anto, il est très bon avec les RH. Mais moi, je mets souvent le produit avant la personne. T'sais. Genre, je suis tellement un gars de produit que l'importance d'avoir un bon produit, au détriment de peut-être froisser ou ça va trop vite ou c'est inconfortable ou j'ai même pas considéré son opinion puis je focus sur le produit. Comment tu gères ça, toi, qui es un gars de produit depuis 19 ans? Ben, je pense que j'ai probablement fait toutes les erreurs dans le playbook autour de ça. Là. Puis aujourd'hui, je crois que ça doit toujours être le client qui est en avant de tout. Fait que le produit est là pour servir le client. Puis on devrait jamais s'arrêter parce que ça va être inconfortable de développer une certaine chose dans le produit. Puis des fois, c'est des complexités technologiques. Des fois, il faut juste retravailler le design comme 30 fois s'il faut. Mais puis là, c'est là que ça te prend des gens qui sont capables de recevoir ce feedback-là ou de mettre un peu la fierté ou l'orgueil de côté. Puis comme, OK, mais on est là pour aider les clients. Là, est-ce qu'on est en train de faire ça? Puis si on n'est pas capable d'avoir ces discussions-là, ben pour moi, ça ne marche pas. Là. Fait que non, le produit, obsession client, c'est qu'on bâtit du produit pour que ce client-là, les clients soient comme, c'est dans leur face que je veux voir un sourire. Puis nous, pour arriver à faire ça, ça se peut qu'on n'ait pas de sourire. Là. Je comprends. Mais ça reste que c'est la chose qui me passionne le plus, bâtir du produit. Même si ça peut m'angoisser, m'enlever le sourire parce que je suis comme « comment on va faire ça? » Puis je veux m'entourer de gens que c'est ça qui les passionne aussi. Les gens qui aiment bâtir du produit ne sont pas là à juste comme... C'est tough, là. C'est rough, là. Ça prend... c'est dur de faire du bon produit, puis... Fait que, je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... Avais-tu Steve Jobs comme idole? Je sais pas si j'ai des idoles, mais grand fan, ouais. J'ai lu pas mal. Je te dirais que c'est très cliché, là, mais ça a quand même inspiré beaucoup. Ouais. Nous, on faisait pas des iPhones, puis des iPods, puis des Mac. On développait, par exemple, ShareGate. C'est probablement le produit sur lequel j'ai mis le plus d'énergie dans ma vie. C'est un outil qui déplace des bytes. Microsoft. C'est des documents Excel qui se déplacent. Pas l'univers peut-être le plus sexy au monde, mais toute l'obsession autour de la simplicité que je me suis inspiré beaucoup de comment Steve Jobs a fait les choses. Puis je les ai appliquées dans ShareGate. Puis ça l'a rendu ShareGate connu à travers le monde pour être l'outil le plus simple, comme dead simple. Là. Mais tu n'en parles pas de façon sexy, mais concrètement, ton outil a permis à des centaines de milliers de personnes de passer au télétravail. Oui. Ouais, non. Mais moi, je suis... c'est juste que c'est un produit dans une... Souvent, le commun des mortels ne connaît pas cet univers-là qui est peut-être plus niche, là, plus technique. Mais non, moi, le bouger des documents Excel, là, j'adore ça. Là. Pour une drôle de raison, je sais pas pourquoi, là, mais
l'idée de déplacer des données en malade comme on le fait, là, aussi bien. Puis tu sais, c'est 15 ans de... Il y a tellement de hacks derrière ShareGate pour que ça marche comme ça marche, là. C'est tellement compliqué, là. C'est surprenamment compliqué. Moi, ça me passionne énormément. Puis, comme de fait, il y a plein de clients qui sont des fans finis de ce produit-là. C'est un verbe dans les entreprises, là. ShareGate this there, ShareGate that. Le monde, le met comme skills dans LinkedIn. Oh, Ça, là, c'est un fort. produit, là, si je vous montrais des screenshots en 2011, là, c'était pas connu pour la beauté. Tu sais, la simplicité, c'est pas toujours dans l'esthétisme. C'était l'expérience d'utiliser ShareGate pour plein de raisons faisait du bien aux gens. Puis ça faisait la job vraiment bien. Fait que oui, Steve Jobs. Mais je me rappelle, j'étais en voyage. J'ai juste dit ça par rapport à la passion du produit, comment t'en parlais. J'étais en Thaïlande, je me rappelle, parce que quand t'es en début vingtaine, tu vas en Thaïlande parce que t'as écouté le film The Beach. Fait que j'étais allé 3 années de suite, comme un épais, parce que j'écoutais le film sans arrêt, puis je me disais, waouh, c'est le fun, j'ai le goût de retrouver l'île où est-ce qu'ils vont, mais je l'ai jamais retrouvé. Mais je lisais ça, puis je suis revenu au bureau complètement craqué, là. J'étais comme, c'est comme le déclic dans ma vie, là. J'étais comme, ça, c'est... Qu'est-ce que tu lisais, excuse? Insanely Simple Obsession. Okay. J'ai oublié le nom, là. Fait que tapez ça dans Google, Google va sûrement l'auto-corriger puis vous le donner. Le focus sur la simplicité. Ouais. C'était comme... puis tu sais, on peut peut-être rentrer d'un point de vue stratégique, là, mais on était... nous, on rivalisait contre des entreprises de... Tu sais, il y en a une en particulier, c'était des centaines, voire des milliers d'employés. C'était financé à coût de centaines de millions de dollars. Nous, on arrivait là, comme out of nowhere, là. On était juste comme... il me semble que j'ai l'impression que cet univers-là mérite d'être brisé un peu, là. Parce que dans le temps, c'était des softwares qui étaient vendus. Tu partais avec ta petite mallette, tu allais rencontrer les gens, tu regardais le bureau, ça a l'air clean ici, je pense que je peux leur charger cher. Tu renvoyais comme une quote de genre 250 000 $, puis là, tu disais où. Tu sais, c'était comme une façon très dinosaure de vendre du software à un moment où est-ce que le software était en train en virage vers le SaaS, le Software as a Service. Fait qu'au lieu d'acheter des softwares, tu les loues. Puis je sais pas si l'audience connaît, mais tu payes chaque mois, chaque année. Ouais. J'ai peur de tomber trop dans le... Fait qu'on était... Fait que nous, on est arrivé dans cet univers-là, puis on n'était pas financé à coût de centaines de millions de dollars. Fait qu'on a fait comme, on gagnera jamais la guerre de fonctionnalités. T'sais, on n'a pas une armée de développeurs qui va bâtir tout ce qui est possible d'être bâti. Puis ce qu'on a réalisé avec ça, c'est qu'on peut bâtir moins de features, puis les gens vont préférer ça. Là, tu y repenses, tu te dis, c'est vrai que quand j'utilise Excel puis Word, là, il y en a des pitons en haut, là. Puis je pense que la plupart des humains sur Terre n'ont pas utilisé 1% de ce que ça fait. Le reste, pour des rôles plus spécialisés, mais la plupart des softwares, ce qui arrive, c'est que les gens utilisent une très, 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 très faible portion. Mais quand tu bâtis du software, tu as tendance à vouloir remplir tous les espaces vides. Sinon, tu es inconfortable et tu as l'impression que ton logiciel n'a pas assez de choses. Fait que ShareGate, ça a été bâti en se disant, on va rivaliser contre des dinosaures. Fait qu'on va arriver avec un modèle SaaS. Fait que c'est un logiciel que tu installais sur ton ordi, mais qu'on payait par abonnement. C'était pas encore quelque chose. Aujourd'hui, on le voit, là, Adobe ont implémenté ça avec leurs outils que tu installes, mais c'est un abonnement. Il y a eu un virage plus tard. Nous, on savait même pas que ça se passait, mais on s'est dit, on dirait que ça fait du sens. Ça fait du sens pour ce qu'on fait. On va donner du support illimité. La compétition, aux autres, c'est t'appelles, tu reçois une facture. Puis on va mettre le prix, on l'a vendu chez ShareGate au début, c'était 295 $. Si ma mémoire est bonne. Contre des joueurs qui vendaient ça des centaines de milliers de dollars. Puis en termes de features, on va avoir sûrement 10 fois moins de fonctionnalités, mais celles qu'on va faire vont tellement bien fonctionner que les gens, au pire, vont acheter la grosse suite qui fait tout, mais ils vont aussi acheter notre logiciel qui fait mieux,
puis qui est plus agréable à utiliser. Et fait un tas de décisions comme ça qui ont été faites pas juste par instinct puis par hey, on essaye quelque chose, qui se sont avérées la raison pour laquelle Sugarte est devenu un tel succès aujourd'hui. Tu avais 2000 questions, tu disais, au niveau RH, tout ça. Ben là, il y en a couvert Pas plusieurs, mais tu sais, je parle. Parce que j'ai écouté aussi le podcast, t'as partagé, tu sais, là, j'ai scrollé ton LinkedIn à fond là, récemment. J'adore les posts que tu fais. Tu poses plus souvent en anglais aussi, depuis qu'il y a un changement de. De quoi? Ben, vous avez plus de staff. Non, ben je pose en anglais parce que j'ai une audience anglophone et francophone. Fait que je fais les deux. Les deux. Mais ça n'a pas rapport, là, c'est juste à quoi je lisais les trucs. Mais tu sais, il y avait un podcast, il parlait de meaning at work puis meaning in work, qui était vraiment intéressant que tu as partagé là, avec la personne qui était chez Simons. Je me rappelle plus de son prénom. Mais c'est ça, mais on en a parlé un peu là, parce que dans le podcast, il parle de comme, OK, tu peux, comme personne en charge des HR ou en tout cas, peu importe, là, comme en charge de la culture d'entreprise, tu peux essayer de trouver des gens puis de mettre des conditions pour que les gens trouvent un meaning dans leur travail ou à leur travail. Puis à leur travail, c'est un peu plus les conditions, l'équipe, etc. Mais quelle part de la motivation tu penses qui revient à l'employé versus à la business de créer les conditions favorables à ce que cette personne-là soit motivée? Ta question, c'est quoi? C'est quelle part revient à l'employé d'être motivé par son travail? Bah, moi, je pense que peut-être pendant longtemps, je me suis donné le fardeau de quasiment faire le chemin au complet. Là. On dirait que je me l'imposais. Après ça, est-ce que ça fonctionnait? Je sais pas. Aujourd'hui, je pense que c'est un 50-50. Là. Puis ça dépend aussi des industries. Là. Si tu es dans une industrie plein emploi, où est-ce que les gens ont vraiment le choix de faire ce qui les passionne le plus, ben il y a une responsabilité individuelle qui repose sur les gens. Là, je veux dire, si tu ne retrouves pas le meaning dans ce que tu fais, ben il y en a il y en a plein de jobs en technologie. Ouais. Aujourd'hui, le marché est plus difficile, fait que c'est peut-être moins vrai que ça l'a déjà été. Mais par rapport à ton point, je pense que l'erreur ou le chemin facile, c'est de trouver plein de choses au travail pour te donner l'impression que les gens viennent pour ça. C'est des éléments des fois plus superficiels. Puis quand quand tu as une entreprise qui est en santé financière, puis tu peux te l'offrir à fun, fais-le, puis fais-le le bureau avec toutes les patentes à gosse pour... Ouais. mais mon expérience me dit que c'est pas... Ça aide, mais c'est vraiment pas ça qui... C'est pas ça qui fait qu'une personne va rester. Les choses qui motivent les gens sont plus basiques qu'on le pense. Ouais. Mais ça, des fois, je trouve même que ça peut maquiller un peu puis ralentir l'insatisfaction qui pourrait vraiment exister. Là. Puis si moi, je pense à moi personnellement, les moments où je me sens le plus motivé, c'est souvent les deux pieds dans la boîte à essayer de régler quelque chose. Là, c'est pas la fois où j'ai un fût de kombucha. Là. Je suis aligné avec toi. Je pense que quand je dis plus basic, c'est paye bien ton monde, donne-leur des défis qui sont à la hauteur de leur potentiel. Challenge-le un peu. Il faut que ça soit inconfortable un peu. C'est comme ça que tu grandis. Puis sais où est-ce que tu t'en vas. T'as-tu une vision? T'as-tu un... C'est pas des trucs genre... c'est moins sexy que ton fût de kombucha, là, mais tu sais, c'est là que je pense que ça a le plus d'impact. Là. Mais après ça, le chemin facile, c'est de mettre tous les cossins. Les artifices. Mais là, après ça, tu te fais croire que le monde sont là pour ça. Puis, je veux dire, puis chaque business a pas chaque entreprise a des contextes différents puis des moyens différents. Fait que si ça
si c'est juste ça qui fait que le monde... Je veux dire, quand t'es pas profitable puis que t'en arraches, ça veut dire quoi? Tu peux pas recruter personne puis il y a personne qui peut être motivé chez vous. Ça serait... je pense pas que c'est le cas. Il y a plein de business qui vont chercher du talent exceptionnel puis ils ont pas les guirlandes. Puis pas chez Amazon. Je pense que le Jeff Bezos, lui, c'était comme frugal, là, tu sais, le bureau est le plus basic possible. Puis, croyez-moi, il y a du monde motivé qui sont allés chez Amazon. Là, puis aujourd'hui, c'est pas un succès pour rien. Là. Mais nous autres, on a certaines taupes dans ton entreprise qui nous ont ça. fait une liste de questions anonymes qu'on aimerait te poser. Il nous reste une dizaine de minutes avant ton prochain meeting. Mais il y en a là-dedans aussi qui t'as comme répondu. Tu sais, à une manière, on parle de quel est ton produit chouchou. Mais là, c'est assez clair. C'est assez clair. Ah ouais, hein? Ben, SureGate, là, je pense. C'est pas chouchou. Je pense qu'il y a un lien. SureGate, là, c'est... J'ai tout donné dans ce produit-là pour que ça devienne... Genre, puis il y a je sais, aujourd'hui, ça l'a fait beaucoup de chemin depuis, mais j'ai tellement passé de temps là-dessus que... Puis, on était une petite équipe qui y croyait, mais overall, je pense pas qu'il y ait tant de monde qui croyait que SureGate allait devenir ce que c'est aujourd'hui. Tu sais, c'est comme... Est-ce que toi, tu y croyais? Ben, j'ai eu des doutes, là. Mais tu sais, c'est un produit qui est parti de rien, qu'on a jeté à la poubelle. C'est un produit... C'est comme quand on a fait le pivot, je me souviens, on a fait un lac à l'épaule avec les partners, puis mes partners étaient juste comme... On arrête-tu de mettre du cash dans la poubelle? Tu sais, comme... Ils n'ont pas été difficiles à convaincre, mais je me rappelle que je sentais la pression parce que c'était le projet à Simon d'essayer de partir un produit. On était encore une business de service à l'époque. Fait que si tu facturais pas des heures, t'étais un coût, dans le sens que tu t'amènes pas de revenus à l'entreprise. Fait que quand tu bâtis un produit, ben, tu deviens non facturable. Fait que là, moi, je bisounais sur SureGate avec ma petite équipe. Le produit ne levait pas pantoute. Puis j'ai dit non, on y redonne une autre chance. Puis j'avais aucun data pour me backer, là. C'était tellement un échec. Il n'y avait rien qui disait que ça allait être un succès. Ouais. C'était juste moi qui est comme tellement genre qui a y perdre. Puis j'étais comme on y donne une autre chance. Et on se dit ben good, ben tu sais, faut que ça lève là, tu sais, faut qu'il y ait. Aujourd'hui, SureGate, c'est comme 100 millions de revenus par année là. Tu sais, c'est un. On a fait. Sur 100 millions sur 150? Ouais. 3 quarts. Non, c'est fort. C'est un on a failli l'échapper, là. On a failli ne pas le recommencer. Quand j'y repense, je me dis... C'était Y là. Non, mais tu sais, la vie, c'est plein de moments comme ça, tu sais, puis il y a peut-être plein d'autres décisions que j'ai prises qui valaient 2 milliards. Ouais, exact. Là. On le saura jamais. Mais ça reste que celle-là, spécifiquement, on a failli dire, sais-tu, c'est peut-être pas pour nous. Peut-être que ça aurait été autre chose. Ça aurait été sûrement autre chose. Ce serait frais qu'à la fin de la vie, il part le tape puis il te montre les Y que tu aurais pu prendre. Puis là, tu réalises que tu as raté ta vie. Mettons que tu considères l'évaluation du marché. C'est un $1 billion idea. Oui, c'est ça. Ce produit-là. Pros and cons d'être 100% télétravail. Oui. Comment? Pros and cons d'être en 100% télétravail. Ben, je pense qu'il y a une discipline, les pros, il y a une discipline qui se développe quand tu es en télétravail parce que tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas te fier à ce que tes yeux te disent. Puis des fois, on se laisse... le monde a l'air de travailler. Là, c'est comme un... Quand tu vois du monde qui a l'air de grouiller, tu as l'impression que ça bouge. Fait que ça te force à mettre des systèmes en place qui te permettent de mesurer comment la business progresse. Des management systems qui permettent de mesurer les résultats et non pas le bon sentiment ou le. Fait que pour moi, ça a été pour nous, ça a été ça nous a permis de créer de faire du ménage dans nos systèmes pour être une business remote qui est capable de comprendre si on avance ou on recule. T'as-tu l'affaire qui voit si la souris elle bouge sur leur écran? Non, ça, c'est de la surveillance. Pas la le même nombre chose. de touches sur le clavier. Moi, j'avais ça au début.
Non, mais pensez, Upwork. je sais pas, si tu es un développeur, ben, tu fais du code source. Si tu es un marketer, tu amènes des leads. Si tu es aux ventes, ben, tu closes des deals. Si tu Fait que es au tu mesures. support, OK, ouais. quand tu as des bons outils, tu es capable d'avoir une idée comme on avance dessus. Puis j'ai pas besoin de regarder chaque chose que tu fais, chaque tâche. Fait que ça crée une business qui est beaucoup plus sur les résultats que sur le comment. Évidemment, le comment est important. On fait les choses d'une certaine manière, puis on veut bien le faire. Mais t'as pas le choix de regarder le résultat parce que c'est la seule chose. Que tu vois. Exact. Après ça, en termes de qu'est-ce qui est négatif, ben, tu sais, il n'y a pas si longtemps que ça, on avait un petit événement de pétanque avec une petite gang du monde qui sont à Montréal surtout. Puis c'était quand même le fun, là, tu sais. C'est le fun d'être en personne avec des gens. 2 fois par année, on fly in les 400 personnes à Montréal. On fait ce qu'on appelle des gatherings. Il y a quelque chose. Au début, c'est anxiogène parce qu'on est tellement habitué de ne pas être en grand groupe. Puis il y en a que tu n'as sûrement jamais vu. Ouais, Exact. tu te rends compte qu'il est 6 pieds 4 finalement, ce gars-là, mais assis. Mais après je sais pas, après 1 heure, t'es comme, le bain de foule, il fait du bien. C'est le fun. Le monde, c'est comme il y a une connexion, puis tu sais, c'est comme tu refais le plein, puis le lundi d'après, la liste des employés sur Slack, les gens que tu vois, ont plus le même meaning. Tu viens briser la glace avec tellement de monde, puis la discussion est plus facile. On dirait que... Tu n'utilises pas Teams? J'ai entendu Slack. Oui. Tu es dans l'environnement sur Microsoft? Ouais, on est Microsoft sur plein d'affaires, mais Slack est plus, pour moi, pas mal plus dynamique, mettons, que Teams. Une autre question. D'accord, ouais. Ça va être peut-être nos 2 petites dernières. Ben oui. Moi, mes enfants sont pas capables de dire ce que je fais dans la vie. Toi, qu'est-ce que tes enfants pensent de ton travail? Ils ont 2, 4 et 6 ans. Là, fait qu'on va demander aux 6 Celui ans. de 6 ans, mettons. Ben, Il fait quoi, papa, mettons? ils travaillent sur l'ordinateur. Hmm. Ça, c'est. C'est pas loin de la Fait que vérité. des fois, ils prennent une boîte de carton, puis ils vont comme faire un laptop. Ils jouent à papa. Puis là, ils vont mettre des petites touches, puis là, ils vont dire, je travaille comme papa. Fait qu'ils ont visité le bureau l'année passée, je pense, pour la première fois, avec leur un peu une tête d'enfant. Ils sont venus quand ils étaient bébés, mais là, ils comprenaient comme pas. Tu sais, c'était comme c'est quoi cette place-là? Fait que c'est encore très flou pour eux. Là. Ben, pour les miens aussi, qui ont 6 et 8. Puis ils m'ont vu sur une grosse pancarte d'une publicité des jardins. Ça, ils Ça non plus, ils comprenaient pas. Mais ils trouvaient ça bien drôle de voir ma face sur un gros billboard. C'est fort. Moi aussi, je trouvais ça weird un peu. Puis, OK, ben peut-être pour finir, parce que là, il y avait il y a de tes employés qui s'inquiètent par rapport au AI, qui va peut-être les remplacer, qui commencent déjà à remplacer certaines de nos tâches. Quand je dis de nos tâches, je parle pour eux. Qu'est-ce qui attend Workleap dans les 5-10 prochaines années? J'ai vu que dans un de tes posts LinkedIn, tu parlais de ça, puis même récemment, tu dis, là, peut-être même hier, tu disais le AI, c'est pas une question de si tu l'utilises ou pas, ça va être en face, t'apprends par rapport à ça. Ben, ça va être. Tu sais, on est vraiment occupé au quotidien. Fait que il y a plein de choses à faire tout le temps. Fait que je me dis, comme court terme, honnêtement, ça ne peut qu'être très bénéfique pour tout le monde. Dans le sens ça libère de l'espace mental pour faire ce que souvent on se dit qu'on n'a pas le temps de faire. Fait que si je pense à mon entreprise, puis les gens, en général, on a tellement de défis devant nous. C'est tellement compétitif, notre marché, que des outils pour nous aider à être plus efficaces, plus productifs, ça ne peut qu'être bénéfique. En termes de business, est-ce que ça peut vouloir dire qu'au lieu d'embaucher 200 personnes, on peut peut-être faire ce qu'on aurait fait avec 200 plus, mais on le fait avec moins? Moi, ma tête est plus dans faisons plus avec ce qu'on a. Mm-hmm. Fait que ça nous permet d'être moins dans une dynamique d'embauche rapide, pas possible, comme qui est pas toujours
c'est quand même tough là, faire ça. Là. Des business qui passent de 400 à 2000 personnes, c'est des chiffres qui sont majeurs. Moi, je crois qu'à 400, autour de 400, on peut faire un bon bout de chemin là, si on s'approprie ces technologies-là. Après ça, je vois des opportunités pour pas mal tout le monde chez nous, dans les types de rôles qu'on a, à faire des gens d'un niveau sans précédent. Là. Je pense que les développeurs qui vont s'approprier ces technologies-là vont devenir des super développeurs. Des salespeople qui s'approprient ces techs-là vont être des super salespeople. Des marketers, même chose, au support. Comme c'est l'opportunité à tout le monde de passer à un autre niveau dans sa carrière. Puis moi, je le vois très positif. À l'échelle de la société, clairement, il va y avoir de la disruption. Ça va. Comment, quand, à date, c'est encore... Tu sais, il y a beaucoup de bruit. Après ça, concrètement, j'ai pas vu de success stories de business qui peuvent... encore à ce jour, un work leap, si ma gang décide de ne pas rentrer demain matin, on est dans le trouble. Là, puis on est loin du moment où est-ce que pas grave, le AI va juste prendre d'assaut les tâches qui étaient comme... Fait qu'on a encore beaucoup de temps devant nous. Mais mon message aux gens, c'est que c'est le temps de s'amuser avec ça. Attendez pas de... Juste personnellement, moi, je voulais le dire, je suis un drop-out. Oui, c'est vrai, tu voulais absolument le dire, puis tu attends 1 minute passer ton hard stop pour le dire. Mais depuis quelques mois, j'ai recommencé à coder, puis je m'amuse comme... J'ai retrouvé... Je me rappelle pourquoi je m'étais lancé en ingénierie à l'école. Puis je me suis relancé à comprendre la technologie, comment on bâtit du software en 2025, comment on apprivoise ces nouvelles technologies-là. Puis pour faire ça, j'ai mis des choses de côté. J'écoute peut-être moins de Netflix, documentaires Netflix, mais j'ai décidé de m'approprier une technologie. Puis je pense que tout le monde devrait, si les gens veulent investir dans leur carrière, c'est important de faire le saut. Là. Puis si tu attends que dans les airs. C'est trop majeur comme shift. Puis je veux pas faire du sensationnalisme, là, mais clairement, je crois c'est probablement un des plus gros step-up qu'on va voir peut-être de notre génération, ou peut-être pour plusieurs générations, mais puis c'est le temps là, de prendre le temps pour. J'aime ça parce que la dernière discussion qu'on a eue, c'était avec PY McSween, il était plus alarmiste et genre, ouf, ça va. Je trouve que t'es plus optimiste et genre, c'est deux tempéraments différents. Oui, le comptable puis le gars de tech de produit. C'est comme la mode d'être alarmiste. Là. On dirait que ça fait des même clics. les gens les plus smart dans cet univers-là qui jouent la carte, là, c'est juste pour le Canada, là, comme pays, là, on a pris un stance comme on va être le pays le plus secure en AI, puis on a comme on est très vertueux là, des fois. Là. Pendant ce temps-là, nos voisins du Sud, ils innovent en malade, puis faut qu'on se réveille. Là. C'est pas... on fera pas on gagnera pas si on est en train de freiner. Là. C'est quoi ton take là-dessus, peut-être dernière question, par rapport à la sécurité informatique versus le AI? C'est quoi, as-tu une position... une position, au niveau de ton entreprise? Oui, c'est quelque chose qu'on prend pas à la légère. C'est super important. Là. Je pense que c'est aujourd'hui probablement plus que jamais. Là. Mais je veux dire, personne ne peut être contre la vertu. Là. Non, c'était pas une question de contre la vertu, mais peut-être on a fait telle mesure concrète, on se prépare de telle façon. Il y allait peut-être trop dans non, mais on a des équipes dédiées à faire ça, puis on a des pratiques qu'on doit absolument respecter, puis on n'y est pas avec ça. Là. C'est un aspect qu'on n'a pas... Je veux dire, peut-être que quand on était trop Seb, JR puis moi à coder quelque chose, c'est comme on savait pas que c'était une notion, là, mais on a quand même pris un stance assez agressif il y a quand même un bon bout de temps. Puis aujourd'hui, c'est peut-être un des gros défis pour les business qui démarrent. Là, c'est la barre est haute en termes de qu'est-ce que ça prend pour être des solutions technologiques sérieuses, considérées,
qu'une business un $1 billion business pour acheter. Tu sais, comme, c'est peut-être le bout qui est... c'est un bout qui est quand même compliqué à gérer. Mais Qu'est-ce qu'on te souhaite? Mettons, là, c'est un elevate. T'as un étage. Même pas un étage. Qu'est-ce qu'on te souhaite? Moi, business? Personnellement. Parce que Personnellement, mais ça rejoint... La business est encore un très gros bout dans ma vie, là, mais moi, mon plus grand souhait, c'est de réinventer mon entreprise pour les prochains 20 ans. On l'a parti, là. Premier 20 ans, on l'a démarré, puis on l'a amené là. Le défi, c'est tough partir d'une business. La réinventer, je pense que c'est encore plus tough. Parce que t'as tout à perdre en même temps que tu te réinventes. Mais c'est le plus gros défi, puis c'est mon défi professionnel. C'est le leg que j'ai envie de donner à cette entreprise-là, de s'être réinventé. Là. Puis peut-être que les produits qui vont nous définir demain ne seront plus du tout ceux qui sont là aujourd'hui. Là. On peut être autre chose. C'est dur de se donner le droit d'être autre chose. Parce que des fois, on pense qu'on peut juste être ce qu'on a toujours été. Les business qui sont comme pris dans ce qu'ils pensent qu'elles sont, ben... Fait que c'est ça mon... Puis le reste, c'est de la santé, that's it. Des enfants en santé, heureux. Aimerais-tu léguer ta business à tes enfants un jour? Ouais, c'est pas dans les plans. Ou au stock market. Écoute, toutes les options sont sur la table, mais tu sais, on n'est pas une business familiale. Tu sais, je pense pas qu'on... Les business tech familiales, j'en ai pas vu beaucoup. Fait que non, j'ai pas ce désir-là. Je sais pas si... Et est-ce qu'un IPO est dans les plans? Un IPO fait partie des options. C'est pas... On pourrait peut-être le considérer, mais c'est pas... je suis quand même... je pense qu'en 2021, tout le monde voulait faire un IPO parce que le marché était fou. Mais aujourd'hui, d'être une business privée, c'est un méchant privilège. Là. C'est le fun. T'as pas c'est pas la course à tous les 3 mois. Là. Avoir des bonnes nouvelles à dire à tes analystes, à tes investisseurs. D'être capable de dire hey, nous, on fait un virage, on change, on se transforme comme business. Ça se peut qu'on stagne 1 an, 2 ans. C'est ça quand t'es une business publique. Essaye de vendre ça au marché. Les marchés ne veulent rien savoir de ça. Ils vont juste sortir leur bille puis ils vont revenir quand ça va. Oui. Mais fait que business privé, je pense que c'est idéal. Puis on a du fun, on bâtit des choses. Puis moi, j'ai pas des rêves grandioses, pas possible. Moi, je veux bâtir des produits que les gens aiment. Puis c'est ce qui m'anime au quotidien. Puis c'est le genre de personne que je veux attirer chez nous. On bâtit des bons produits simples, qui ont de l'impact. Puis on fait notre chemin comme ça. Fort. Ben, Simon, merci immense d'avoir été là. merci. C'était Ça fait plaisir. Brique de knowledge. Je vais sûrement te réécouter. Je vais sûrement aller porter mon CV. Ben oui, je te le souhaite. Merci beaucoup de l'invitation. Oh, moi, ça a fessé. Ça a fessé. dans les câbles! Non, mais Chris, c'était tellement bon parce que là, les réflexions sur genre, OK, si t'es plus clair, t'attires du monde qui vont aimer être dans cet environnement de travail-là. Fait que ça a brassé. Deuxièmement, c'est quoi les... oui, Chris, quand il parlait de genre, OK, je crois encore à ShareGate, mais on build des heures de service. Là, le parallèle, c'est genre, hey, nous, on croit à Bristol Media, ça fait pas une calice de scène. Là, il faut justifier mais ça à on Charles. vend des On passe t-shirts, du puis temps. c'est ça qui en fait pas. Puis Oui. tu sais, là, en ce moment, on est aujourd'hui, là, en ce moment. Oui. Puis, si on fait rien niveau marketing, vendre plus de t-shirts online, on s'achète peut-être du trouble pour cette année. Là, tu sais, Probablement. mais on est fucking excité par on redresse ça, investi, fond du baril, Ouais. FDB. On est tout en mode... c'est ça qui nous... C'est ça, moi je le sens personnellement, je le sens chez vous, je le sens chez Mathis. On est tous motivés. Ben, on est motivés plus par ça. Fait qu'en tout cas, je Mais sais pas le trop. parallèle, c'était tu avais tous ces 2 autres actionnaires et le reste de l'équipe qui bilaient des heures, puis tu avais Ouais. l'autre gars
qui venait de jeter son produit au Ben, vidange c'est puis ça qui qu'on voulait fait, le rebâtir parce qu'il y croyait. Non, qui mais est c'est ça maintenant qu'on... 100 millions sur Oui, 150. je comprends. On souhaite que ce soit c'était Y-là, mais en ce moment, c'est comme go, on pompe plus de ventes B2B. Hey, on change de B2B. Hey, Charles, on achète une nouvelle machine, un Major Laser pour coudre plus de poches. Puis pendant ce temps-là, hey, les boursicoteurs, Ouais. voulez-vous acheter. Puis t'as le commentaire. Hey, je peux te savoir mon t-shirt au lieu de partir 56 000 podcasts? Ouais, asti, c'était bon, ça, le gars. Parce nous qu'on a eu des fendu, délais. Ben ouais. mais... Fait que ça, c'était bon. Moi, j'ai aimé le côté qui revenait à base. Tu sais, eux, ils ont eu l'exemple du plus beau bureau de fou avec une rampe, un half-pipe de skateboard là, en dedans. Là. Puis lui, il ramène ça à ce qui motive le monde. C'est t'as-tu des défis à ta hauteur? Tu sais, Mathis, c'est quand même un bon... là, il n'y a pas de micro, il est sur mute, mais c'est quand même un bon... Je pense, un bon cas qui dit... Je pense que t'as jamais été autant motivé que depuis que tu creuses les ads, puis là, il y a du média, puis du talent management pour Ouais. bien plus Mais que c'est sûr que genre... ça crée sans- du chaos sur le reste de l'équipe qui se demande pourquoi Anthony n'est pas là 3 jours Ouais. semaine. Et là, il manque de clarté parce que c'est comme si on... Tout ce côté-là, Bristol, il n'est pas tant communiqué et acheté par le reste de l'équipe. Tu sais, Alice, elle travaille sur les logos, on la tient un peu au courant. Mais tu sais, c'est comme... C'est sûr, c'est genre... C'est quoi ça? Mais moi, je trouve que la ligne est mince entre communiquer, soit pour informer ou parce qu'on est excité, et semer le chaos de « Ah ouais, on va acheter une compagnie qui fait des bas. » Ouais. Ben là, comment que je fais ça, moi, quand je vends aux clients B2B? Fait que Oui. moi, j'ai jamais vécu ça. J'avais une business avant la poche. On était 2 à temps plein puis 1 à temps partiel. Là. Fait que t'amènes ça aussi. Fait que j'amenais ça puis c'était comme... Oui, c'est ça. c'est ça. Là, c'est comme si on avait une discussion Ouais. en trois. C'était pas OK, voici notre stratégie. On pense que... Non. C'était comme Hey, on fait tel move. T'sais. Mais qui est quand même important, je pense, pour Ben oui. mobiliser le monde. Ben mais Pour avoir du feedback, des idées aussi. Peut-être c'est une très mauvaise idée ce qu'on est en train de faire. Nous autres, on pense que ce n'est une bonne. sauf qu'on va est vouloir excité. la faire parce qu'elle est ici. Oui, exact. Puis à nous... Mais moi, cette bout-là, ça m'a rejoint. Ah quand non, il parlait man, de c'est un produits. truc. Moi, je l'ai trouvé tellement qu'il m'emblait aucun mot. Ça avait l'air clair, réfléchi, mais simple. Tu sais, autant qu'il est Mhm. genre obsédé par la simplicité dans son produit, autant qu'il a l'air comme... Non, je pense que c'est... Oui, il y avait une C'est sagesse ça. incroyable. Ouais, Mais tu sais, il a immense passé la sagesse. moitié de sa vie. Là, il va avoir 40 ans. Ouais. Ça fait 19 ans qui est là-dedans. qu'il est là-dedans. 100 millions de revenus récurrents. 150. Dinguerie, j'ai pas pu tout y poser mes questions. Ouais, mais on avait j'aurais notre- voulu ça. Qu'est-ce qu'on complique trop souvent dans une PME? Tu sais, souvent qu'il nous en aurait parlé. J'aurais voulu parler tu sais, de perks, comment il partage. Ouais, c'est Tu sais, le sûr que- bulletin, quand il parlait de compensation, c'est ça. C'est un autre bout que genre j'aimerais avoir du challenge là-dessus. C'est genre, tu sais, on a là une équipe en vente. Est-ce qu'on fait de la compensation à l'atteinte de Tu veux dire commission. Ouais, de la commission, d'autres au sein de la même équipe qui ne seraient pas rémunérés à la performance, d'autres que oui. Parce que là, tu aurais le vendeur à 100% de commission ou 50-50 ou Ouais. 70-30, ce qu'il se voit souvent. Puis la personne qui fait la prod qui n'est pas à commission, mais C'est qui ça. fait en sorte que tu as... Oui, c'est ta comme merch. le serveur du restaurant qui reçoit le type, mais Le dans la boss boy, il a cuisine, rien. le Ouais. boss boy puis le cook, il n'y a rien, mais Chris, si le plat sort pas assez vite. Fait que toute Ouais. l'équipe, puis aussi quel message ça l'envoie, là, tu sais, quand tu as une... Hey, on a-tu vraiment travaillé en équipe? Tu sais, c'est comme... Mais je suis d'accord avec toi, mais je pense Ouais. que c'est... Dans les industries, c'est quand même connu, ça, que Ouais. la vente est souvent plus En risquée. commission. Donc, si ça va bien, tu fais plus d'argent que... Ouais, puis t'attires sûrement les meilleurs, Ouais. tu sais. Si tu t'attires du monde qui ont faim. Fait que Je pense pas que chez Workleap, le gars qui fait le software a une commission parce que le gars qui fait la vente est... Non, c'est ça, mais il doit être sans doute payé en conséquence parce qu'il y a sûrement un skills. Mhm. Ouais. En tout cas, c'était bon, mais ça l'amène plein de questionnements, tu sais, à savoir... Même l'affaire jouer à la business, j'ai adoré ça. Ouais. là. Je trouve, j'aimerais ça arriver à que ça me mette d'une position un peu plus les mains qui bougent les pièces de l'échiquier et non pas une des pièces puis qui est là puis que si la game va mal, Mhm.
Asti, je suis... Mais la métaphore du bateau là, qu'on a dessiné là, Ouais. avec Anto à la vigie, là, Ouais. qu'on niaisait que t'étais le singe qui regardait au loin, mais le fait que tu sois la vigie implique que tu serais pas nécessairement une pièce. Parce que t'es pas sur le bateau en train Ouais. de le faire avancer. Tu sais. Ouais, T'es ouais, juste une certaine vision qui peut dire hey, en bas, là, oh, il y a de quoi que je vois qui marche pas, là, on devrait changer ça. Tu sais. ouais. Mais ça, cette montée-là vers le haut de la vigie, moi, j'ai jamais été capable de le faire parce que j'étais tellement un gars de produit qui aimait Les avoir les mains mains dedans. Mais je me le faisais tout le temps dire. Tu sais, en anglais, c'est work on On the the- business, Pas in. pas in the business. Mais c'est tough aussi quand tu viens de passer proche de faire faillite, t'as pas le choix d'avoir repris des trucs dans ton assiette. Puis on s'est prouvé aussi que hey, Charles prend les finances, ça marche bien quand que Oui. un de nous autres les a. Mais tu sais, ouais, je sais pas. Peut-être que ça va être. C'est Mais là faut faire la distinction. Tu sais, monter à la vigie, c'est pas nécessairement de plus rien faire ouais. puis j'ai pas les mains. Toi, tu le check le cash flow. Là. Tu le sais que au mois de novembre, on a tel trou puis que l'argent va rentrer là. Tu sais, t'es quand même là. T'es dans le business, mais tu fais pas le design du chandail. Tu fais pas. Parce que moi, Mais c'est peut-être ça qui va nous donner le prochain leap, c'est genre d'accepter de donner plus de pouvoir à différentes personnes puis nous permettre d'avancer plus vite dans what's next. Je sais pas. Par rapport à ça, moi, il y avait un truc que je retiens, c'est, mettons, exemple, moi, dans ma tête, je pense que c'est beaucoup plus clair. En fait, c'est sûr et certain que c'est plus clair dans ma tête que dans la tête des employés, c'est quoi mon rôle puis qui relève de moi. Il n'y a personne qui relève de moi, à part un peu Mathis quand on parle de stratégie de croissance pour monétiser plus de vente de chandail ou vendre des commandites de médias. Mais je suis d'accord avec toi que si j'ai une discussion avec Mel au niveau du B2B, je sais qu'elle relève de toi, mais elle, c'est pas clair parce que là, je suis en train d'avoir la discussion sur un. Oui, puis elle a une discussion avec un actionnaire. Oui, exact. Qui est quand même un tempérament où t'es motivé, excité, enthousiaste, t'as 8000 projets, puis tu veux que ça bouge vite. Fait que je peux comprendre que la réception, c'est genre oh fuck, ça. Faut que je fasse ça me fait réaliser ça. Moi, je l'avais jamais vu de même. J'étais comme, on est une équipe, on travaille ensemble, mais là, moi, j'ai jamais été employé. Fait que j'ai jamais relevé de personne. Fait que là, j'essaie d'apprendre de. Moi, un moment aussi qu'il y avait eu quoi de révélateur, c'est qu'à un moment donné, j'ai envoyé un Teams ou un Slack à un samedi, genre, en disant « Ah, mais tu me répondras lundi. » Mais la personne me répondait tout de suite pareil. Puis là, je me disais, c'est sûr que si c'est ton patron qui t'écrit « Ah, anyways, réponds-moi samedi », la personne pareil, lundi, la personne elle se dit quand même, ah, il a pris le temps de m'écrire, c'est peut-être urgent ou tu sais. Ouais. Fait que. Puis c'était quoi le résultat de ce test-là? Qui t'avait répondu, qui t'avait pas répondu? Non, mais puis là, mais je me suis juste dit, ah, ça l'a pas le. C'est pas le même message, dans le fond, que si c'était un collègue. Ça vient teinter de quelque chose. C'est comme si tu rentres puis t'es fort. Si je rentre puis je suis fâché contre Asti, on n'a pas de meeting room. Mettons, ou Asti, ces chaises-là, ça marche pas. C'est sûr que, mettons, un gars comme Charles, super problem solver, il se dit oh, faut peut-être que je trouve une solution à ça. Ça a l'air d'être un gros pain versus si c'est, je sais pas. Alors qu'il y avait sûrement quelque chose de plus important que de trouver une solution à la chaise du meeting room. Ouais. D'accord. Mais c'est bon. Bristol Media, checkez ça, là. Là, on a parlé de Bristol, on n'en a jamais parlé, mais créez ça, là, c'est le... Ça s'en vient. Ça, c'est le futur, pas chez Fils de... Ah, l'autre affaire, attaché au passé, tu sais. Oui. Comme quoi qu'on pourrait pas se redéfinir. C'est vrai que moi, je suis genre, OK, mais qu'est-ce qu'on fait si on vend pas? J'ai de la misère à le voir le jour où peut-être je vois pas pour l'instant où il y a plus de vêtements puis de merch. Mais je pense qu'il va y avoir un chiffre dans... Qui est 99% de nos revenus. Oui, non, mais... C'est sûr que tu le vois pas en ce moment. Oui, non, je sais, mais... Il va peut-être avoir un chiffre où où comme un Barstool, ils font beaucoup de revenus par la merch, mais le core, c'est le contenu puis les histoires, tu sais, je sais pas trop.
Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Non, mais c'est sûr que toi, ça fait quand même 10 ans que tu es là. C'est sûr que tu peux être nostalgique de certaines époques. Là. L'époque des débuts, l'époque de lancer des chandails sur le balcon d'Eugénie Bouchard, l'époque de grossir ça à 30 employés. Moi, c'est plus difficile parce que la seule époque que je connaissais, c'est... Toi, tu sens-tu que tu viens jouer un peu parce que toi, t'as de l'argent. Pour toi, si ça. Hey, pour toi, si t'as déjà rentré dans ton argent, si ça passe or fail, au pire une égratignure. Mais moi, non. Toi, moi, si ça passe au fail, c'est pas de maison de Hobbit à Boucherville. Exact. Mon offre n'a pas passé. Je peux comprendre. Ouais. T'es assez agressif. Ouais. J'aurais pu te le dire. Mais. Ouais, c'est ça. Ça aussi, ça l'amène. La question, c'est quoi si je sens que je joue un jeu? Ouais. Tu sais, pour toi, les conséquences sont moins... Ils ont moins d'importance, je pense. Mais je care autant, je pense. Mais oui, je joue plus à un jeu que ma première business. Que là, j'avais pas de fun, là, à un certain point. Là, quand t'es rendu que tu fais tout, tu fais le support, que t'as 6-7 000 clients... Puis t'es 3. Là. C'est parce que, tu sais, mettons, ça marche pas. Ça plante. Toi, tu te revires. T'as des billes. Mais je pense que toi aussi, tu te revires, mettons, si ça plante. Là. Moi, je pense que j'aimais ce qu'il amenait en disant qu'en le voyant comme un jeu, il est meilleur. Ouais. Il est plus stratégique. Il fait des meilleurs moves. En le voyant comme un jeu, je me dis, tu sais, mettons, tu me dis, hey, on n'a pas assez passé de temps pour créer des creatives ou des contenus pour faire des ads. On devrait en faire plus, comme on s'était dit, de faire septembre, octobre pour arriver à novembre près. Puis là, on est un peu en arrière de notre planning. Je me dis, c'est vrai, mais mettons qu'on vend 20 000 t-shirts au lieu de 25 000, mais qu'on crée quelque chose qu'on croit dans 3 ans, driver énormément. Moi, je suis plus comme... Ouais, en position de jeu. Avant, j'aurais capoté. Là, hey, si on vend 5000 de t-shirts de moins, j'aurais été plus comme en mode urgence, genre en mode survie plus. Effectivement, si ça plante, c'est pas... mais je l'ai jamais vu comme un move financier de rentrer avec poche, tu le sais. Je le voyais comme un move, je veux m'impliquer dans de quoi, je veux être une gang qu'on se fait du fun, je veux faire du storytelling. Ouais. Fait que c'est sûr que si je le ramène au niveau financier, c'est pas un impact énorme, mais au niveau émotionnel, sentimental, ça serait un impact énorme si ça plante. C'est bon, man. Faut jouer à business. Ouais, c'est le plus grand, un des plus grands jeux. Et le plus grand casino au monde, c'est Vegas. La bourse. Ah. Vegas.